Imaginez une créature qui a traversé plus de 4000 ans d'histoire humaine. Une figure à la fois terrifiante et incroyablement séduisante qui continue de hanter nos écrans, nos livres et nos fantasmes. Du comte Dracula à Edward Cullen, en passant par Lestat ou les Strigoi des villages roumains, le vampire est partout. Mais d'où vient-il vraiment ? Beaucoup pensent que son histoire commence au XVIIIe siècle dans les Balkans, avec ces fameuses épidémies de vampirisme qui ont affolé l'Europe. C'est vrai, en partie. En réalité, ses racines sont bien plus anciennes. Aujourd'hui, on va remonter jusqu'à la plus vieille ancêtre connue, Lilith, la démone mésopotamienne qui suçait déjà le sang et l'énergie vitale il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. On va découvrir comment une simple démone de la nuit est devenue l'archétype du séducteur immortel. Comment des peurs très concrètes, maladies, morts inexpliquées, décomposition des corps, ont donné naissance à un mythe universel. Et surtout, ce que le vampire nous révèle sur nous-mêmes. Parce que derrière les crocs et les capes, le vampire n'est pas seulement un monstre, c'est un miroir de notre peur de la mort, de notre désir d'immortalité, de nos pulsions interdites et de cette terrible question. Et si la vraie damnation, c'était de refuser de changer ? Accrochez-vous, on plonge dans l'histoire complète des vampires, des origines antiques jusqu'à leur signification la plus profonde. 1. Les ancêtres anciens. Le plus ancien ancêtre connu est Lilith. Elle est présente dans la Mésopotamie environ 2000 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une démone nocturne séductrice qui suce le sang et l'énergie vitale. Elle n'a rien à voir avec Lazare, qui est un ressuscité miraculeux et non un mort-vivant. Lilith apparaît d'abord dans la mythologie sumérienne et babylonienne sous le nom de Lilitou, esprit du vent et de la nuit, souvent représentée comme une femme ailée aux pieds d'oiseau. Elle est une figure ambivalente, à la fois séductrice et destructrice. Dans la tradition juive postérieure, elle devient la première femme d'Adam, créée en même temps que lui à partir de la terre. Refusant la soumission sexuelle, elle quitte le jardin d'Éden et devient la reine des démons. Elle se venge en s'attaquant aux enfants et aux hommes pendant leur sommeil, buvant leur sang ou leur force vitale. Ces traits fondateurs du vampire futur sont déjà présents. Immortalité ou existence hors du temps, soif de sang et d'énergie vitale, lien avec la séduction et la transgression sexuelle, association à la nuit et à la mort. Lilith n'est pas encore un mort-vivant au sens strict, mais une démone éternelle qui pervertit la vie. Ses descendants, les Lilus ou ses enfants démons, forment déjà une lignée de créatures vampiriques dans le folklore. Mais Lilith n'est que le commencement. 2. Origine des vampires, du folklore à la légende moderne. Les vampires, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont le résultat d'un mélange complexe de croyances populaires anciennes, d'explications médicales mal comprises à l'époque et d'une construction progressive à travers la littérature et le cinéma. Cette figure mythique n'est pas née d'un seul coup, mais s'est construite au fil des siècles, passant d'une créature terrifiante issue des peurs rurales à un archétype culturel mondialement reconnu. Voici un aperçu clair et chronologique de cette évolution. Les racines folkloriques, Europe de l'Est, XVIIIe siècle. Le vampire moderne trouve ses origines principales dans les Balkans et en Europe centrale, notamment en Serbie, Hongrie, Roumanie et Grèce. C'est dans ces régions que les récits de morts-vivants assoiffés de sang ont pris une forme particulièrement documentée et influente. Les épidémies de vampirisme au début du XVIIIe siècle, un phénomène documenté. Contrairement à de simples légendes orales, ces affaires ont fait l'objet de véritables rapports officiels de l'Empire des Habsbourg.
Après les guerres contre l'Empire ottoman, l'Autriche contrôlait une partie de la Serbie. Des militaires, médecins et administrateurs ont rédigé des documents détaillés qui ont circulé dans toute l'Europe et popularisé le terme « vampire ». Contexte historique. Au début des années 1720, la région austro-ottomane était ravagée par des guerres incessantes, la peste, la tuberculose et d'autres épidémies dévastatrices. Les villages étaient pauvres, isolés, et les superstitions slaves, strigoi ou pire, etc., profondément ancrées dans la population. Les Autrichiens, imprégnés des idées rationalistes des Lumières naissantes, envoyaient des enquêteurs pour maintenir l'ordre public et comprendre ces paniques collectives qui menaçaient la stabilité des territoires frontaliers. Les deux cas les plus célèbres, Petar Blagojevich, Peter Plogojovic, 1725, village de Kisiljevo, Serbie. Petar, un simple paysan, meurt en 1725. Quelques jours seulement après son enterrement, il apparaît la nuit chez les villageois, son fils et sa veuve, pour réclamer de la nourriture ou des objets personnels. Ceux qui refusent ou qui le voient tombent rapidement malades et meurent dans des conditions suspectes, étranglement ou épuisement extrême. Le bilan est lourd, 9 morts en très peu de temps. Paniqués, les villageois obtiennent l'autorisation d'un fonctionnaire autrichien, Ernst Frambald, impérial provisor, d'exhumer le corps. Selon les observations officielles, le cadavre n'était pas décomposé mais gonflé, avec une apparence de fraîcheur. Du sang frais coulait autour de la bouche et du nez, et les cheveux ainsi que les ongles semblaient avoir continué à pousser. Il lui plante un pieu dans le cœur, du sang jaillit abondamment, le brûle et les décès cessent miraculeusement. Ce rapport, publié dans le Wienerisches Diarium, journal officiel de Vienne, constitue l'un des premiers usages administratifs du mot « vampire ». Arnold Paul, Arnon Paul / Arnaud Pavle, 1726 à 1732, village de Medwedja, Medvedja. Ce cas reste le plus spectaculaire et le plus documenté, provoquant une véritable épidémie de vampirisme. Arnold, un ancien soldat revenu d'une campagne militaire, racontait avoir été attaqué par un vampire et s'être guéri en consommant de la terre de tombe et du sang de vampire. Il meurt accidentellement après une chute d'un chariot de foin. Peu après, des villageois commencent à mourir en l'accusant de les visiter la nuit. Vague 1. Plusieurs morts conduisent à l'exhumation d'Arnold. Son corps est retrouvé intact avec du sang frais. On le transperce d'un pieu et on le brûle. Vague 2. 1731 à 1732. L'épidémie reprend de plus belle. Les victimes d'Arnold deviennent à leur tour des vampires, causant au moins 16 à 17 morts supplémentaires. L'empereur envoie alors une commission officielle dirigée par le chirurgien militaire Johannes Flückiger. Leur rapport, intitulé Visum et Repertum, vu et constaté, est extrêmement détaillé. Il décrit avec précision l'état des corps exhumés, peau rosée, sang liquide, absence de putréfaction, et recueille des témoignages sous serment des villageois. Ce document imprimé et largement diffusé en Europe marque les esprits. Réaction des autorités autrichiennes. Ces événements inquiètent profondément Vienne, qui craint l'instabilité dans les territoires nouvellement acquis. Plus tard, l'impératrice Marie-Thérèse chargera son médecin personnel, Gerhard van Swieten, d'enquêter et de lutter contre ces superstitions, allant jusqu'à interdire les exhumations sauvages. Les rapports circulent parmi les intellectuels, philosophes et médecins, alimentant un vaste débat. Superstition irrationnelle ou réalité tangible? Explication rationnelle aujourd'hui. Avec le recul, on explique ces phénomènes par des épidémies réelles, tuberculose, anthrax, rage,
empoisonnement, des conditions de décomposition particulières dans certains sols froids et argileux, gaz, fluides, corps. Les croyances vampiriques dans les différentes cultures du monde. Le vampire n'est pas une invention exclusivement européenne. Presque toutes les cultures humaines ont développé des créatures similaires, êtres qui se nourrissent de sang, d'énergie vitale, de chair, ou qui reviennent d'entre les morts pour tourmenter des vivants. Cette ubiquité révèle des peurs profondément ancrées dans l'humanité. En Europe et des Balkans, nous connaissons le vampire, /upire, /vampire chez les Slaves, le strigoi en Roumanie, le vrikolakas en Grèce. Mais nous avons aussi en Asie les Jiangshi en Chine, les Aswang aux Philippines, les Penanggalan en Malaisie et Indonésie, les Krasue en Thaïlande et Cambodge et le Vetala en Inde. En Afrique, il y a les Hadz au Togo, les Impundulu en Afrique du Sud, les Hassan Bossam et Sassa Bonsam au Ghana. En Amérique, il y a les Chupacabra en Amérique latine, Chihuateteo chez les Aztèques et diverses légendes autochtones d'esprits voleurs de force vitale. Au Moyen-Orient et autres, l'entité ressemblant au vampire est Koutroub ou Ghoul dans le monde arabe. En Haïti, une tradition forte existe encore et concerne la protection des nouveau-nés contre les diables, des entités nocturnes. En Haïti, il est courant que lorsqu'un enfant naît, de prendre une branche d'aloe vera, de la casser et de laisser couler quelques gouttes dans la bouche du bébé. Cela permet, selon les anciens, de rendre le sang amer. Si cela n'est pas fait, les diables, comme les appellent les anciens, rentrent chez toi et boivent le sang de l'enfant. Si le sang est amer, le diable le recrache et le sang apparaît dans la chambre, preuve visible de la tentative du monstre. Cette pratique montre à quel point le mythe du buveur de sang reste vivant dans les traditions caribéennes. Elle combine à la fois une mesure de protection rituelle et l'idée d'un être surnaturel qui se nourrit du sang des plus vulnérables. Pourquoi ce mythe est universel ? Cette universalité peut s'expliquer par des facteurs biologiques universels, des archétypes psychologiques jungiens et des dynamiques sociales récurrentes. 1. Facteur biologique universel. Le corps humain et la mort. Toutes les sociétés humaines observent les mêmes phénomènes macabres liés à la mort et à la décomposition, indépendamment de leur localisation. Ces observations concrètes nourrissent des interprétations surnaturelles similaires. La décomposition des corps. Dans certaines conditions, les cadavres gonflent à cause des gaz produits par la putréfaction. Du sang peut refluer vers la bouche et le nez, donnant l'illusion que le mort a bu du sang. Les cheveux et les ongles continuent d'apparaître plus longs, en réalité la peau se rétracte. Ces signes ont été interprétés partout comme la preuve que le défunt mange ou revient pour se nourrir des vivants. Les enterrements prématurés. Avant les progrès de la médecine, des personnes en état de catalepsie ou de mort apparente étaient enterrées vivantes. Des mouvements dans la tombe ou des cris entendus trop tard ont renforcé l'idée de mort-vivant. Les maladies contagieuses. Tuberculose, peste, rage ou autres épidémies frappaient souvent des familles entières. La première personne morte était accusée de sucer la vie des survivants, créant une chaîne de contagion perçue comme surnaturelle. Le symbolisme universel du sang. Ces réalités biologiques communes produisent naturellement des figures mythiques convergentes, sans besoin de contact culturel. 2. Facteurs psychologiques. Les archétypes jungiens et l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung a théorisé l'existence d'archétypes présents dans l'inconscient collectif de l'humanité. Le vampire devient ainsi un archétype puissant. Il mélange attirance, immortalité, puissance, sexualité libre, et répulsion,
perte de soi, damnation éternelle. Cette dualité parle à une partie profonde de la psyché humaine, présente partout. 3. Facteurs sociaux, culturels et politiques récurrents. Presque toutes les sociétés traversent des dynamiques similaires qui favorisent l'émergence de ce type de mythe. Inégalité sociale et économique. Le vampire incarne souvent le parasite social puissant qui suce la vitalité du peuple. Cela permet d'exprimer des tensions de classe sans les formuler directement. Les épidémies, famines, guerres ou catastrophes naturelles créent un besoin urgent d'explication. Le vampire fournit une réponse, un coupable surnaturel. Ces créatures servent à réguler les comportements. Ne sors pas la nuit, respecte les rites funéraires, contrôle ta sexualité. Le mythe devient un outil d'éducation et de maintien de l'ordre. L'évolution du monstre au séducteur. Au XIXe siècle, le vampire change radicalement. Il devient romantique et sensuel grâce au mouvement gothique. The Vampire de Polidori, 1819, Carmilla, 1872, puis Dracula de Stoker, 1897, transforme le paysan hideux en noble, élégant et charismatique. Pourquoi ? La société victorienne réprimait fortement la sexualité. Le vampire permettait d'explorer le désir interdit. Le vampire devient romantique et sensuel au XIXe siècle parce qu'il est réinventé par la littérature gothique romantique pour refléter les désirs et angoisses d'une société en pleine mutation. Répression sexuelle, fascination pour l'autre, culte de l'individu exceptionnel et sombre. Au XXe et XXIe siècle, Nosferatu, Bela Lugosi, puis Interview with the Vampire, Twilight, etc. Le vampire devient sexe symbole et anti-héros. Si les vampires existaient, ils auraient réalisé un rebranding exceptionnel. Du monstre hideux à un fantasme de puissance, d'immortalité et de transgression. Pourquoi le vampire nous fascine encore ? Le vampire incarne une dualité extrême. Mourir pour vivre éternellement. Immortalité contre humanité. Il représente la peur de la mort et le désir d'immortalité, la sexualité interdite, la morsure égale pénétration symbolique, la contagion, métaphore des épidémies et maladies vénériennes, le parasite social, critique des élites et du capitalisme. Philosophiquement, il est le symbole tragique de celui qui refuse d'évoluer. Il se fige dans son état, incapable de lâcher prise. Pour grandir, l'être humain doit accepter de mourir symboliquement plusieurs fois. Mourir à son ego, à ses anciennes versions de soi. C'est ce que disent Nietzsche, les stoïciens et le bouddhisme. Le vampire est celui qui refuse cette métamorphose et reste prisonnier pour l'éternité. Le vampire n'est pas qu'une créature de fiction, c'est un miroir de nos peurs, de nos désirs et de nos contradictions les plus profondes. Dites-moi en commentaire quelle partie vous a le plus touché. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et fermez bien vos fenêtres cette nuit.